Je suis psychiatre. Il y a pas mal de trucs qui déconnent avec la psychiatrie et qu'on fait extrêmement mal. Mais là où on est le plus mauvais, c'est sur la prise de poids. On a des médocs qui font prendre du poids. On a des médocs qui font tellement prendre de poids que les patients ont plus de chances de s'améliorer sur la prise de poids que sur l'humeur ou le sommeil ou la schizophrénie. Il y a des médocs qui sont tellement obésogènes qu'en fait, c'est plus fréquent de prendre 5 kilos que de mieux dormir. Ok. Et malgré ça, ça reste un truc qui est à peine abordé. Il y a des solutions dont je vais parler qui sont quasiment jamais appliquées. Et pire que ça, quand vous les appliquez, en tout cas en France, vous avez des autorités de santé qui essayent de vous cartonner en vous disant que vous êtes dangereux alors qu'il y a des études depuis des années. Donc on va essayer un petit peu de voir c'est quoi les différents mécanismes, quelles molécules sont touchées et quelles solutions on peut essayer de mettre en place à notre niveau, effectivement, parce qu'on ne peut pas régler absolument tous les problèmes. Ok. Ça touche absolument toutes les molécules. Ça peut toucher les antidépresseurs, ça peut toucher les neuroleptiques, ça peut toucher les régulateurs d'humeur, ça peut toucher absolument toutes les molécules. Il est, à mon avis, compliqué d'avoir une molécule où on peut dire de façon certaine non. La prise de poids n'est pas due à la molécule en question. Il y a les benzodiazépines qui, mine de rien, sur le poids, sont, à mon avis, globalement assez neutres, sauf s'il y a des gens qui sont complètement shootés et qui bougent pas, mais ça, c'est quand même le cas pour absolument tout et n'importe quoi. Et il y a diverses molécules comme ça, un petit peu ponctuelles. Il y a l'agomélatine sur le poids, c'est neutre. La buspirone, ça peut être neutre sur le poids. Les hormones thyroïdiennes, en moyenne, c'est neutre sur le poids, voire on perd un peu. Donc il y a quelques molécules comme ça qu'il faut connaître. Mais en moyenne, en psychiatrie, quand on vous prescrit un médoc, la question, c'est pas est-ce que ça peut faire prendre du poids ou pas. La question, le problème, la chose à faire, c'est de considérer que ça peut faire prendre du poids jusqu'à ce qu'on ait prouvé que pour vous, pour le patient, eh ben, c'est pas obésogène. Ok, parce que c'est tellement omniprésent que, à mon avis, tous les médocs sont suspects. Et il y a plusieurs façons de faire face à ça. Il y a les patients qui prennent du poids de façon radicale, qui ont faim, et ça se voit direct, tu vois, 3 jours après, ils crèvent la dalle de nulle part, et donc là, ils s'en rendent compte. Et puis parfois, c'est un petit peu plus vicieux. Donc parfois, tu prends 1, 2 kilos par an, et à la fin de l'année, ça fait 12 ou 24 kilos, tu sais pas ce qui s'est passé. Donc parfois, c'est presque mieux d'avoir une molécule qui donne vraiment faim, comme ça tu t'en rends compte, par rapport au fait de prendre une molécule où on dit, ah, sur le poids, c'est pas très très élevé, ça se passe plutôt pas trop mal, et en fait, t'empiles petit à petit, et tu te rends pas compte de ce qui s'est passé. Alors, les études que les laboratoires utilisent pour pouvoir vendre leurs médicaments et les mettre sur le marché, évidemment, elles sont sur des durées qui sont suffisamment brèves pour qu'on puisse pas du tout avoir d'informations. Néanmoins, parfois même avec des durées extrêmement brèves comme ça, on arrive à avoir des prises de poids spectaculaires. Et quand tu as 7% des patients qui ont pris 5% de leur poids ou plus en 3 mois, ben, tu peux dire que, ouh la vache, si jamais tu fais ça sur 3 ans, eh ben, tu vas avoir un carnage métabolique. D'accord? Donc, c'est vraiment un truc auquel il faut faire attention. Il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que les gens prennent du poids. En fait, il y a pas mal d'études qui sont faites sur des souris, et après on transvase chez les humains et ça réplique pas. Donc c'est pas si clair que ça, honnêtement. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des patients qui peuvent avoir une augmentation de la faim de façon claire et nette. Ils ont plus faim qu'avant quand ils ont envie de manger régulièrement. Quand ils mangent plus qu'avant. Et là, parfois, ça peut se voir visiblement. Tu vois, il y a des parents qui disent, bah, écoutez, franchement, on rachète 2 fois plus de paquets de gâteaux parce que ça descend à une vitesse pas possible. Et là, c'est la quantité de bouffe qui augmente. Il y a plus d'assiettes. Il y a un dessert avant alors qu'avant il n'y en avait pas. Il y a 2 desserts alors qu'avant il y avait un dessert. Et là, la quantité de bouffe augmente. Ok. Et là, tu peux dire éventuellement, bon, bah, suffit de moins bouffer. On verra que c'est plus compliqué que ça, mais tu peux dire, bon, bah, il bouffe plus, il prend du poids, il mange moins, il va perdre du poids. Tu peux dire ça. Ok. Il y a la perte de la satiété. Donc là, ça fait un peu bizarre parce que c'est même pas que tu as faim, c'est que tu sais pas trop quand t'arrêter et tu peux manger comme ça sans que ça pose problème. Et la satiété, en fait, finit par arriver quand tu as mal au bide. Tu vois, il y a des gens qui, en fait, arrivent tellement pas à s'arrêter, ils savent pas ils savent pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter, et tu te retrouves à t'arrêter de bouffer quand tu as mécaniquement l'estomac un peu trop détendu. Mais le problème, c'est que là, quand on est à ce stade, tu as déjà bouffé pas mal de calories, donc c'est déjà un petit peu merdique, tu vois. Donc si à chaque repas, tu manges plus que ce qu'il faut, eh ben, le poids va finir par s'envoler assez rapidement. Ça, c'est un problématique aussi parce que on est dans un environnement qui est complètement déconnecté de ce dont l'être humain est capable de faire sur le plan stockage énergétique. Et donc, en fait, nous,
bah, l'être humain a un gros derrière parce qu'il peut courir, on n'a plus de poils parce qu'on élimine la chaleur comme aucun mammifère peut le faire. En fait, on a évolué pour être capable de maintenir un exercice physique d'endurance que d'autres mammifères peuvent pas faire. Sauf que là, moi, je suis le cul sur la chaise, je sais pas combien d'heures par jour, et que tout autour de moi, il y a du McDo, il y a en face de McDo, il y a Burger King, entre les deux, il y a Quick. Enfin, il y a une quantité de bouffe absolument omniprésente partout. C'est dur de pas trouver un endroit où tu peux te gaver. Et donc, effectivement, si j'étais dans la savane quand je perds ma satiété, bah, il va pas se passer grand-chose parce que de toute façon, il y a pas de bouffe à côté. Et quand il fallait choper l'antilope, ben, mine de rien, il y avait pas mal de temps. Tu vois, faut aller la tuer, faut la dépecer, faut la faire cuire, c'est tout un bordel. Alors que là, tu peux juste tendre la main, t'as un paquet de madeleine qui tombe, t'as acheté ça sur le chemin en venant du boulot, paf, tu t'es fait ta calorie. Et donc, il faut avoir en tête qu'on est aussi, mine de rien, dans un environnement qui favorise l'obésité, c'est absolument indiscutable. Mais si tu fais sauter ce petit verrou de satiété que tu avais avant, eh ben, tu peux avoir des trucs dramatiques. Il y a aussi, au-delà de la quantité de la bouffe qui est modifiée, la qualité de la nourriture qui peut se transformer et l'appétence pour les molécules, les bouffes sucrées et riches en graisse se modifie. Donc, tu as des gens qui disent, tu as des patients qui disent, bah, écoutez, je sais pas ce que je fais là, mais je suis en train de manger des BN et des chips. J'ai jamais fait ça de ma vie, mais là, j'adore ça. Donc, il y a aussi quelque chose qui peut se modifier dans le sens où ben, des trucs que les gens avant aimaient pas forcément, ben, ils commencent à être naturellement attirés par ça. Donc là, par exemple, eh ben, c'est vrai que tu peux dire aux gens, ben, mangez plutôt des laitages et mangez de la salade verte. Mais c'est ce qu'ils faisaient avant, tu vois. Donc depuis que le médicament a fait ça, ça devient compliqué. Ok. C'est vraiment important cette idée de, en fait, juste dire aux gens de moins bouffer, et cetera, ça marche pas trop. Ne serait-ce que parce que des fois, c'est complètement en dehors de la volonté des patients. C'est-à-dire que tu as des patients qui peuvent prendre du poids parce qu'ils ont des troubles du sommeil induits par les psychotropes qu'ils prennent. Donc la quétiapine, honnêtement, je trouve que ça fait ça de façon pas rare, mais tu peux voir ça avec du Risperdal, et cetera. Et donc tu as des gens qui ont un espèce de somnambulisme alimentaire. Ils sortent du lit, ils se réveillent pas, hein. Ils sortent du lit, ils se retrouvent dans la cuisine, ils ouvrent le congèle, ils prennent de la glace, ils prennent un paquet de chips, ils foutent toutes les chips par terre, ils en bouffent quelques-unes, et puis vont se recoucher. Et ils ont aucun souvenir de ça parce qu'ils ne sont pas réveillés. Donc ça, c'est sleep-related eating disorder. C'est pas du somnambulisme. Mais là, sur ça, quand tu as un médoc qui te fait ça, bah, en fait, tu pas 36 000 solutions. Alors, soit il faut mettre un verrou dans la porte de la cuisine pour que les patients puissent pas rentrer, soit il faut supprimer tous les placards. Probablement qu'en moyenne, il faut supprimer le psychotrope parce que ben, ça va pas être tenable, ça peut être dangereux, il suffit qu'il y ait un couteau qui traîne, on ne sait pas ce qui peut se passer. Le problème, c'est que tu as des patients qui parfois ne répondent qu'à ça, tu vois. Donc moi, j'ai des gens qui n'allaient bien que avec le psychotrope en question, la kétiapine, et puis en fait, ben, c'est un carnage sur le poids parce qu'en journée, ils mangent pas, et la nuit, ils massacrent tout dans la cuisine. Et puis, je te raconte pas, des fois, tu te réveilles et puis tu as du fromage blanc qui traîne et du beurre dans la main. Enfin, c'est quand même un peu gore, quoi. Ok. Donc, quant à ça, ben, c'est un peu problématique. Ça peut aussi modifier le sommeil. Et il y a des gens qui, surtout avec les antidépresseurs, dorment moins bien. Alors là, c'est toujours le même principe. Quand tu prends ta fluoxétine, ton Prozac, ou ta paroxétine, Doxat, ce que tu veux, et que tu vois que tu dors beaucoup moins bien, eh ben, tu dis au médecin, tu dis, écoutez, là, je dors pas bien, c'est catastrophique. Évidemment, si tu prends ça pour une dépression, ben, ça complique un peu les choses. Mais si jamais tu le prends et que tu dors juste un peu moins bien, tu te réveilles un peu plus, suffisamment pour que ton sommeil soit altéré, la qualité de ton sommeil soit altérée, et ça c'est un truc que les antidépresseurs peuvent faire, hein, c'est un effet très bien décrit, et ben tu peux petit à petit prendre du poids juste parce que tu dors pas très bien, et là c'est pareil, ça passe complètement sous les radars. Tu vois, donc il y a des gens qui disent la fluoxétine ça peut pas faire prendre de poids, on perd du poids. Alors non, c'est dans la boulimie, tu peux perdre un petit peu de poids, c'est léger, et puis sur le long terme, il y a des patients qui prennent pas de poids, il y a des patients qui prennent un poids de dingue avec le Prozac, il y a aucun problème. Je veux dire, c'est vraiment vu et revu, quoi. Il y a plus de doute sur ça, d'accord? Donc les études sont pas très claires, l'expérience clinique est indiscutable. Et puis il y a des trucs, j'insiste, que tu peux pas voir dans une étude, que tu vois dans la pratique. Et quand on parle d'effets secondaires, à mon avis, c'est toujours le plus inquiétant qui a raison, tu veux. Donc si moi je suis inquiet parce que j'ai plein de patients qui prennent du poids sous Prozac, bah tu peux pas me sortir une étude en disant ah là regarde ils ont pas pris parce que ton étude elle est pourrie, il y a plein de problèmes et je peux te le dire. Ok. Il y a mine de rien le fait que des gens sont alors qu'ils dorment bien
sédater avec nos molécules. Et donc, tu as des traitements, donc la kétiapine, encore une fois, qui peuvent te déglinguer la caboche, t'es sédaté comme pas possible. Et là, bah, de fait, tu es moins actif. Donc là, c'est toujours pareil. Si jamais tu es sédaté et que tu n'arrives pas à ouvrir les yeux le matin, tu vas voir le psychiatre et tu dis, bon, bah écoutez, je sais pas ce que c'est que ce foutoir, mais je suis encore pire là, je fais encore moins de trucs qu'avant, donc on va arrêter s'il vous plaît. Et ça se passe bien. T'as pas un psychiatre qui te le met de force dans la bouche. Si jamais tu es juste un peu abrasé, tu as moins envie de faire des trucs, tu es un peu fatigué, bah, tu peux ne plus faire grand-chose ou faire 20% d'activité physique spontanée de moins. Suffit que tu manges par-dessus 5% de plus que d'habitude, et puis là, c'est parti. Ok. Donc, encore une fois, il y a des fois où les effets secondaires, il vaut mieux les avoir franchement dans la tronche que petit à petit, parce que petit à petit, bah, tu réagis pas forcément. Et pour finir, il y a des effets métaboliques directs qui peuvent apparaître en dehors de la prise de poids. Donc, on peut déclencher un diabète sous kétiapine alors qu'on n'a pas pris 1 kilo. Il n'y a aucun problème. On peut déclencher un diabète sous clozapine, Leponex, alors qu'on n'a pas pris 1 kilo. 1 kilo sous olanzapine, Zyprexa, il n'y a absolument aucun souci. Donc, ça fait partie des trucs où, en fait, malheureusement, ben, c'est difficile de prévoir. Euh, et clairement, il y a là ces deux extrêmes entre les gens qui ont rien et les gens qui déclenchent un diabète fulgurant, tu les retrouves dans leur urine. Effectivement, il y a un spectre de réponse métabolique, mais le message, c'est pas parce que le patient ne prend pas 1 kilo qu'il est métaboliquement sain, parce qu'il y a des molécules qui posent problème. Et donc, dans les antidépresseurs, par exemple, la mirtazapine, le Norset, eh ben, ça peut massacrer le bilan lipidique, alors qu'a priori, il n'y a pas forcément de prise de poids. Au passage, niveau prise de poids, la mirtazapine, c'est probablement l'antidépresseur qui fait prendre le plus de poids. À partir du moment où ça sédate, heu, il est possible que ça fasse prendre du poids. Le mécanisme, c'est a priori, ça bloque l'histamine, OK? C'est les molécules qui sont antihistaminiques et qui bloquent aussi les récepteurs 5-HT2C. Donc ça, c'est les récepteurs à la sérotonine de type 2C. Si vous bloquez ces 2 là en même temps, en moyenne, ça il va y avoir une prise de poids, OK? Alors en France, on est un petit peu niqué parce qu'il y a des nouvelles molécules qui sortent ailleurs. Les laboratoires pharmaceutiques ont bien compris qu'en fait, la prise de poids sur le long terme, elle était absolument ingérable. Mais vu qu'on n'a pas de thunes et qu'on est extrêmement administratif, on fait chier les laboratoires pharmaceutiques, les labos, ils nous présentent plus. Ils nous présentent plus les dossiers pour avoir l'autorisation de mise sur le marché. On n'a pas de quoi se les payer. Et il y a des fois, les labos présentent et les experts de la Haute Autorité de Santé lisent même pas les dossiers. Ils disent non, donc t'imagines le foutoir. Donc on est en train un petit peu de faire fuir tous les labos, mais c'est pas grave. C'est quand même l'année de la santé mentale. Ok. Sur le court terme, le poids, honnêtement, il n'y a pas de souci majeur. Il y a des patients qui ont du mal à le supporter, mais il y a aussi des patients qui disent: «Bon, ben moi, ça me gêne pas», tu vois? Et là, tu pourrais te dire: «Bon, ben si ça le gêne pas, OK». Mais c'est pas qu'esthétique, le poids. Et si c'était qu'esthétique, honnêtement, moi, j'en aurais rien à faire. S'il y a des gens qui se sentent très bien avec un IMC à 40, et ben, c'est très bien. Pourquoi pas? Le souci, c'est que sur le plan de la santé physique, le poids, c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Alors, il y a des gens qui vont me dire: «Oui, oui, mais il y a des gens obèses qui ont pas de problème de santé». Alors, un, il y en a pas beaucoup, et deux, si tu les suis dans le temps, en moyenne, ça finit par pas bien se passer. Heu et je connais quelqu'un qui est obèse, il est mort à 90 ans, mais il y a aucun doute, il y a aucun doute. Et moi, je connais un coiffeur qui est milliardaire, mais en moyenne, tu as plus de chances de trouver un milliardaire si tu vas chez les banquiers que si tu vas chez les coiffeurs. Et donc en moyenne, si tu regardes ce qui se passe pour quelqu'un qui a un IMC à plus de 40, et ben, si tu es assureur, tu préfères assurer quelqu'un qui a un IMC à 25 parce qu'il va y avoir beaucoup moins d'emmerde pour cette personne, d'accord? Donc ça, c'est les problématiques physiques qui peuvent avoir des répercussions sur le plan psychiatrique, parce que quand tu arrives à 40 ans et que tu dis: «Merde, j'ai le dos déglingué, les genoux déglingués», et tu commences à prendre des antidouleurs et cetera, et ben, sur le moral, ça peut chuter à une vitesse faramineuse, OK? Et au-delà de ça, l'excès de masse adipeuse, c'est pro-inflammatoire, ça diminue l'efficacité des psychotropes, ça diminue l'efficacité de la thérapie, ça peut entraîner de la stigmatisation, parce que oui, les personnes obèses sont stigmatisées. Ça, c'est comme les personnes atteintes de maladies mentales. C'est pas bien, mais je suis pas sûr que ce soit vraiment prêt de changer, honnêtement. En tout cas, moi, je ferais comme si ça n'allait pas changer. Et il y a des répercussions indirectes sociétales dues à l'obésité
on peut pas éliminer non plus. Il va y avoir de la stigmatisation et moi, quand j'ai un patient qui me dit: «Bien écoutez, on s'est foutu de moi», je sais pas quoi, je dis pas: «Ah ben, c'est pas normal parce que machin». En fait, malheureusement, il faut qu'on s'adapte à ça aussi, tu vois? Donc ça fait partie des effets secondaires de l'obésité. Sur le plan psychiatrique, ça fait partie des trucs qui font que les gens, bah, peut-être qu'ils vont finir par te dire: «Bah, écoutez, en fait, vos médocs, j'en ai rien à foutre là, j'arrête parce que je prends du poids, c'est pas possible, OK?» Et donc on a un espèce de chrono à partir du moment où les médocs marchent. S'ils marchent pas, ils dégagent. S'ils marchent, est-ce qu'il y a des effets secondaires? S'il y en a pas, jackpot, merci. Si jamais il y a des effets secondaires, est-ce que le poids est un effet secondaire? Et si jamais le poids est un effet secondaire, c'est comme la libido. Vous pouvez être sûr qu'il y a un moment où le patient il va prendre la tangente et il va dire j'arrête les conneries. Et il y a des fois, honnêtement, où c'est pas impossible que le patient prenne la bonne décision parce qu'il y a des prises de poids tellement énormes que bah, en fait, c'est pas possible, tu vois? Genre, ça va devoir être arrêté, tu vois? Si jamais tu prends 3 kilos par mois, il faut l'arrêter maintenant parce que de toute façon, tu vas l'arrêter. Ça va pas faire 3 kilos par mois, puis 2, puis un. En moyenne, ça ne se stabilise pas vraiment et si tu vois que la pente, elle est dégueulasse comme ça, tu l'arrêtes maintenant. T'attends pas 10 mois pour dire: «Ah bon, on va vraiment arrêter», tu vois? C'est comme si tu as sauté du 10e étage, tu vois? T'attends pas le 9e étage pour déclencher ton parachute. Il va falloir un parachute, donc tu le sors rapidement, tu vois? Donc on peut pas juste ignorer ça, j'insiste. Et sur le plan des mécanismes, il y a évidemment plus de problématiques, on est d'accord. Par exemple, le lithium, ça peut bloquer la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes, donc on peut être en hypothyroïdie, donc on peut faire de l'œdème. Ça peut aussi faire de l'œdème directement à cause des modifications sur la fonction rénale. Vous avez la kétiapine qui peut modifier les hormones thyroïdiennes aussi. Vous avez, je sais pas, le pramipexole qui peut entraîner des œdèmes et donc là, clairement, les œdèmes, bah, ça fait une prise de poids massive. Donc, il y a des fois des patients qui disent: «Bah, je comprends pas, je mange pas plus, j'ai pas faim, machin, mais j'ai pris 2 kilos et en fait, là, c'est de la flotte». Donc ça demande quand même un petit peu d'expérience, clinique, qu'on peut pas juste, heu, enfin, il faut quand même se farcir de voir des patients, tu vois? Tu peux pas faire un raccourci et il faut que les patients soient un petit peu informés, bah, c'est quoi de l'œdème, comment on le vérifie et cetera. Surtout quand il fait chaud là, tu vois? Là, il fait chaud, il y a plein de personnes et surtout des femmes, des hommes aussi, mais surtout des femmes qui ont, bah, plus d'œdème dans les membres inférieurs, qui prennent du poids. Donc, tu vois, si tu commences de la kétiapine en été, il faut que tu fasses gaffe. Merde, il va y avoir peut-être un peu d'œdème parce que machin, enfin, tu vois, ça demande quand même pas mal de boulot, OK? Face à la prise de poids comme ça, il y a des gens qui disent: «Beh, il va falloir, faire les règles hygiéno-diététiques». Donc ça, c'est tu manges mieux et tu fais pas des trucs, entre guillemets «idiots» qui font que tu vas pas, réussir à perdre du poids, donc tu restes pas vautré dans le canapé. Alors, c'est pas parce que tu sais que c'est idiot et que c'est obésogène que tu vas pas le faire, on est d'accord? S'il suffisait de donner aux gens des conseils pour qu'ils les appliquent, on aurait un monde différent. Et 2, en fait, il faut voir l'efficacité de ce genre de conseils. Est-ce que de donner à des gens suivis en psychiatrie qui ont des problématiques de prise de poids, est-ce que de leur donner des conseils du style: «Fais ci, fais ça», ça permet qu'ils perdent du poids? Et ben, en fait, c'est vraiment pas clair, les gars. En termes d'efficacité, c'est vraiment pas clair. Est-ce que de dire à des patients atteints de schizophrénie: «Faites du sport», ça permet, un qu'ils fassent du sport, 2 qu'ils fassent du sport de façon suffisamment régulière et intensive pour perdre du poids dans la durée et pas le reprendre? Le niveau de preuve, il est inexistant, OK? Il est inexistant et souvent, les gens, ils font l'erreur de dire: «Oui, regarde dans ce papier». Oui, mais attends, dans ce papier, mec, tu avais une équipe de pros qui faisaient du coaching, qui étaient avec les patients 3 jours dans la semaine. Je veux dire, moi, c'est pas ça qui se passe. Moi, j'ai un pauvre patient qui est chez lui, il est tout seul et je lui dis: «Va chez Basic Fit» et il me dit: «Je peux pas payer l'abonnement». Et puis je dis: Arrête de fumer tes clopes» et ça marche pas non plus, hein. Il y a toujours des médecins qui disent: Il a qu'à arrêter de fumer des clopes», mais je suis d'accord. Le problème, c'est que ça marche pas, donc qu'est-ce que je fais? Je peux pas juste lui dire: «Bah, tant pis pour lui», tu vois? Si jamais il arrête ses médocs parce qu'il devient obèse, ça devient mon problème et si jamais il arrête pas ses médocs et qu'il fait des problématiques d'infarctus et cetera, bah, ça devient le vôtre. Donc on peut pas juste te dire: «Tu qu'à arrêter de fumer», tu vois? Donc la question, c'est, face à ces patients-là, qu'est-ce que tu fais? De façon très claire, les règles d'hygiène du sommeil, ça marche pas. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, hein. Toujours un patient qui se dit: «Oh la vache, maintenant que vous m'avez dit ça, je vais appliquer tout ce que vous avez dit et je vais revenir et je vais perdre 2 kilos par an et je vais être ultra sec». Moi, ça m'est encore jamais arrivé. C'est sûrement le cas, mais ça m'est encore jamais arrivé. Quand je les envoie chez la diététicienne, en moyenne, alors il faut se la payer et 2, bah, ça marche pas toujours, hein. Excusez-moi, ça marche pas toujours. Moi, j'ai rarement eu des miracles avec la diététicienne, avec mes patients en psychiatrie. Peut-être que c'est les diététiciennes chez lesquelles je les envoie qui sont pas bonnes ou j'ai que des patients qui suivent pas les conseils, mais c'est quand même pas un succès et donc on arrive à la question de qu'est-ce qu'on peut faire et bonne nouvelle, on peut prescrire de la metformine.
Donc ça, c'est mon cheval de bataille. C'est ça qui fait que la sécu m'a déclaré dangereux et incompétent, parce que la metformine peut être utilisée pour limiter la casse quand les gens prennent du poids à cause des psychotropes, ou alors pour qu'ils perdent du poids grâce à la metformine, parce que, eh ben, il y a des propriétés qui sont directement utilisables dans cet objectif. Donc, c'est vraiment pas compliqué. La metformine, c'est utilisé pour le diabète à la base, parce que le laboratoire, il a fait les études pour le diabète il y a des décennies de ça. Ça fait des décennies que ça existe, la metformine. On a un recul de dingue. Ça peut marcher pour prévenir le poids, ça peut faire perdre du poids parce qu'en fait, quand tu prends de la metformine, ton corps, il est pas là en train de dire: «Oh la vache, c'est de la metformine, fais voir la notice du Vidal. Ah, ça a l'indication pour le diabète, on va gérer la glycémie». Tu vois? C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a des gens qui pensent que ça se passe comme ça. Ça se passe vraiment pas comme ça. C'est de la metformine et la metformine fait ce que la metformine fait et du coup, tu peux diminuer la formation de glucose, l'absorption de glucose et cetera et cetera. Tu peux mobiliser plus de glycogène. Enfin, ça fait plein de trucs, honnêtement. Ça t'améliore aussi la satiété. Et dans les faits, il y a des études. Alors, il y a des études sur la metformine, il y a plein d'études, je les ai mises sur le blog plus d'une fois. Il y a des études randomisées qui montrent que ça marche chez les gens sous neuroleptiques, chez les gens sous d'autres molécules, ça marche chez les adultes, ça marche chez les enfants, ça marche en prévention de la prise de poids. Il y a des centres où ils mettent de la metformine directe, tu vois, quand ils mettent de l'olanzapine ou de la clozapine, ben, ils mettent ça avec de la metformine parce que sans ça, il y a une prise de poids de dingue qui se fait. Il y a des effets secondaires, ça peut diminuer l'absorption de la vitamine B12, donc faut surveiller la vitamine B12, OK? Et puis si jamais les patients n'ont pas assez, ben paf, tu mets de la vitamine B12, c'est pas compliqué, il y a pas besoin d'être un scientifique chevronné et ça peut donner mal au bide au début. Il y a des gens qui ont la diarrhée, puis si jamais ils ont trop la diarrhée, ben, il faut arrêter la metformine, OK? Si la metformine en bonate, chlorhydrate marche pas, tu peux mettre la metformine en bonate, c'est le Stagide. Et puis c'est tout en fait, hein. Alors effectivement, si jamais tu es en acidose lactique et tu as de la metformine, c'est moins bien. Le truc, c'est que, si jamais tu as perdu du poids, bah, tu as peut-être moins de chances, moins de risques d'être en acidose lactique. Donc en fait, globalement, sur le bénéfice sur la survie entre quelqu'un qui prend de la metformine et qui fait 20 kilos de moins que son double hypothétique qui ne prend pas de la metformine, la durée, l'espérance de vie, elle est majeure, OK? Et toutes les études sont là. On a montré qu'avec la metformine, les gens prenaient moins de poids, du coup, qui gardaient plus longtemps leur psychotrope. Enfin, la science est faite. La science est faite. Quand tu prescris du tertian, il y a 0 étude, mais la pharmacie, ils font: «Bon, ben, on va vous le filer quand même, pas de souci». Quand tu prescris du Loxapac à plus de 200 milligrammes, il y a 0 étude, mais vu que la HAS a dit: «Bon, c'est pas grave, on s'en fout», tout le monde délivre. Mais si tu prescris de la metformine, ça fait péter un câble à tout le monde. Je pense que les patients doivent se battre pour ça et les médecins doivent se battre aussi parce que, c'est juste trop con. Franchement, c'est juste trop con. Je sais pas comment le dire autrement. C'est trop con. Si j'étais le directeur de la HAS, on foutrait, 2 experts une demi-journée sur le truc. Ils regarderaient toutes les recos, toutes les études et puis ils foutraient ça. Bon, ben, on va rembourser la metformine aussi. On va arrêter de faire des crétins, en fait. On est en 2026, on va vraiment arrêter de faire des crétins, c'est pas possible. Et plus que temps, les mecs, tu vois? Mais ils sont pas tout à fait chauds, donc je dois m'emmerder à faire ça. Et encore une fois, il y a des pharmacies qui vont vous dire: «Ah bah, et oui, il y a plein d'études, on s'en fout». Puis il y a des pharmacies qui vont vous dire: «Non, c'est dangereux, je refuse, machin» et puis ils te signalent alors tes médecins. C'est tout un bordel, et donc tu dois te battre un petit peu pour ça. Bon, la metformine, ça marche pas toujours, OK? Donc là, c'est une question de pognon. Si la metformine marche pas avec les patients ont du pognon, l'étape d'après, c'est le sémaglutide. Donc là, c'est exactement la même histoire. Le sémaglutide, au début, c'était utilisé dans le diabète et puis ils se sont rendus compte que ça fait perdre du poids. Les gens perdent en moyenne 17-18 de leur poids de départ. Ils perdent aussi beaucoup de muscles, OK? Ils perdent peut-être 30 40 de masse musculaire. C'est pour ça que quand vous êtes sous sémaglutide, il faut faire l'activité physique. Il y a pas mal de choses de nuances à maîtriser avec le sémaglutide en psychiatrie, ne serait-ce que par exemple, bah, effectivement, oui, oui, ça peut constiper, donc s'il y a déjà des molécules qui font constiper, il faut faire gaffe. Ça peut diminuer, la sensation de soif, donc il y a pas mal de choses avec le sémaglutide, c'est pas gratos, tu vois? En termes d'effets secondaires, c'est à mon avis sur une autre gamme que la metformine, ça marche mieux, mais si les gens peuvent se le payer, à défaut, ça te sauve des prises en charge. Honnêtement, des fois, ça te sauve des prises en charge. Et si jamais ils ont pas de quoi se payer ça, et ben là, c'est un petit peu du bricolage. Il y a, la naltrexone, plus ou moins associée au bupropion, qui peut marcher. Il y a le topiramate, mais bon, si vous êtes une femme, bah, c'est pas de bol parce qu'il faut un neurologue pour le prescrire. Donc là, vu qu'il y a plus de neurologue ou qu'il y a 2 ans d'attente, bah, tant pis, il fallait pas être une femme, ça, c'est encore tout un trip. Il y a, pour les gens qui ont vraiment, le pognon, il y a le tirzépatide,
Donc ça, c'est le Mounjaro, donc ça marche encore mieux que le semaglutide. On est quasiment à 20% de perte de poids. Donc il y a plein de solutions, OK? Il y a plein de solutions, mais le problème, c'est que le décalage entre l'intérêt des patients pour ce truc qui est ici, tu vois? Les patients, ça les préoccupe sévère et l'intérêt des médecins pour ou des autorités de santé pour cet effet secondaire-là, il y a un décalage de dingue, tu vois? Et tant que ça, c'est pas adressé et ben, je pense qu'on va un petit peu à la catastrophe, tu vois? Il y a vraiment des patients qui prennent la tangente en disant: «Bah, écoutez, moi, j'arrête vos conneries, je sais pas trop ce que tu leur réponds». D'accord? Donc vous avez les mécanismes, les molécules, les débuts de solutions qui marchent, celles qui marchent pas, clairement là, les règles mange moins, ça marche pas et encore une fois, quand vous avez une question sur bon, ben, est-ce que ça marche ou pas? C'est pas oui, non, c'est chez qui ça marche, au bout de combien de temps ça marche et à quel point ça marche. Parce que si tu prends 2 millions de patients et que tu montres que tu fais une intervention et qu'ils ont perdu 500 grammes, tu vas avoir un chiffre significatif, tu vois? Tu as montré que ça marchait, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre pour le patient? Non, ça sert à que dalle. Ça sert éventuellement au fabricant de l'intervention qui pourra la vendre. Mais cliniquement, on en a absolument rien à faire. Voilà, si vous avez des questions, j'ai mis les réponses sur le blog. Il y a, je sais pas combien d'articles, on arrive à 1000 articles là sur le blog. N'hésitez pas à vous abonner et faites des commentaires. J'essaye de répondre quand je peux et quand je réponds pas aux commentaires, m'insultez pas, c'est juste que j'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Il y a des gens qui disent que c'est scandaleux que vous répondiez pas à tout. Vous êtes cinglés, vous êtes cinglés.